devra avancer. Avancer dans les pas du mot. Jéhovah. J. Oh. En latin, Jéhovah commence par un I. I. E. H. O. V. A. Chers spectateurs, la vidéo d'aujourd'hui va être un peu plus longue et le sujet un peu plus complexe. Non, je vous vois venir, vous inquiétez pas, le sujet reste intéressant. Enfin du moins, j'espère. C'est une histoire de décodage et d'archéologie sur fond de civilisations anciennes. On va se poser la question de savoir comment les archéologues ont-ils pu déchiffrer des langues pourtant disparues. Allez, générique. Bon, alors déjà pour commencer, vous m'excuserez, mais va falloir qu'on voit un petit peu la méthode. Allez. Tout d'abord, il faut savoir que l'archéologue qui se lance dans l'étude des langues anciennes doit connaître un maximum de langues. Il faut connaître un maximum de langues puisqu'il faut pouvoir resituer chaque langue dans sa famille linguistique. Par exemple, l'espagnol, le français et l'italien sont de la même famille car leur ancêtre commun n'est autre que le latin. Et c'est donc pareil pour toutes les autres langues. L'hébreu, l'arabe font partie des langues dites sémitiques. Alors, il arrive qu'il y ait des langues qu'on ne puisse situer dans aucune famille possible. Mais ça, on verra ça un peu plus tard. Pour les langues disparues, c'est la même chose. Il faut se repérer à partir de langues modernes ou de langues anciennes que l'on connaît déjà, telles que le latin et le grec. Et se repérer dans les similitudes phonétiques et grammaticales. À partir de là, on établit un arbre généalogique. En d'autres termes, on recherche les parents à partir des enfants. À savoir que beaucoup de langues qu'on ne pratique plus aujourd'hui sont encore utilisées par les religions qui sont un véritable vivier de langues anciennes. La tradition veut que la langue d'origine soit la langue sacrée. Et donc ces religions pratiquent en quelque sorte encore des langues aujourd'hui disparues dans le langage courant. C'est le cas du latin, du grec, mais également de l'araméen. Sauf que toutes ces manœuvres restent difficiles et que l'idéal est d'avoir une pierre de Rosette. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est moi. Une pierre de Rosette est un support sur lequel un seul et même texte est écrit en plusieurs langues différentes. Eh oui. Il faut au moins une langue connue, par exemple le grec ou le latin, pour pouvoir déchiffrer les autres langues qui, elles, sont disparues. À partir de là, on peut émettre des hypothèses et les vérifier sur le texte en langue que l'on connaît. J'admets que c'est un peu flou, alors je vais vous raconter l'histoire de la pierre de Rosette et vous allez comprendre un peu la technique. Chouette. Sa place, c'est dans un musée. En 1799, des soldats français de l'expédition d'Égypte de Bonaparte découvrent une pierre imposante sur laquelle sont écrits différents types d'inscriptions. Des inscriptions hiéroglyphiques, démotiques et grecques.
Mais le mieux dans cette histoire, c'est que la version grecque explique que chaque inscription correspond à 3 versions différentes d'un seul et même texte. La pierre de Rosette est à l'origine une stèle royale écrite en 196 avant Jésus-Christ. Le grec était la langue des rois lagides, régnant sur l'Égypte de 320 à 30 avant Jésus-Christ. L'égyptien est la langue traditionnelle de l'Égypte et s'écrit sous 2 formes. Le hiéroglyphique, qui est l'écriture sacrée, et le démotique, qui est une version simplifiée de l'écriture hiéroglyphique. C'est une véritable aubaine pour les archéologues, car depuis des années, de nombreux chercheurs ont voulu comprendre le fonctionnement des hiéroglyphes sans jamais pouvoir vérifier leurs hypothèses. Ils ont maintenant un texte hiéroglyphique qui correspond à un texte grec, et donc techniquement, on peut vérifier les hypothèses à partir du texte grec. Oui, parce qu'au 19e siècle, on maîtrise parfaitement le grec ancien, donc forcément, ça facilite le travail. Au début du 19e siècle, le français Champollion va se pencher sur l'étude des hiéroglyphes. C'est un véritable passionné d'archéologie orientale. Mais il a pour concurrent l'anglais Thomas Young, qui lui a une longueur d'avance car il a déjà réussi à comprendre le déchiffrement de la version démotique. Sauf que Champollion a un atout dans sa poche, c'est que c'est un véritable génie des langues. Autrement dit, le gars ne s'est pas contenté d'une petite LV2 espagnole au collège. Il parle et maîtrise un nombre incalculable de langues anciennes et modernes. Le latin, le grec, mais aussi l'araméen, l'arabe, l'hébreu, le chaldéen et le copte. Et dans ce cas de figure, maîtriser le copte, c'est pas bête, puisque cette langue est justement un dérivé de l'égyptien ancien. Autrement dit, la langue copte est la descendante de l'égyptien d'il y a des milliers et des milliers d'années. Sauf que la langue ne s'écrit plus en caractères hiéroglyphiques ou démotiques, mais en caractères grecs, du fait de l'invasion de l'Égypte par Alexandre le Grand. À partir de là, Champollion a un problème. Il peut comprendre l'égyptien, mais il ne comprendrait même pas ce que signifie chaque signe hiéroglyphique. Alors déjà, Champollion, ou Jean-François pour les intimes, va compter le nombre de mots grecs et le nombre de signes hiéroglyphiques. Il constate qu'il y a 480 mots grecs pour environ 1480 signes hiéroglyphiques. Il comprend donc que chaque signe hiéroglyphique ne correspond pas à un mot, mais plutôt à un son ou à une idée. Petite parenthèse, les Égyptiens n'utilisaient pas un alphabet comme nous, mais plutôt un alphabet phonétique, c'est-à-dire que chaque son avait son signe. Mais ils utilisaient également des idéogrammes. Chaque signe pouvait être à la fois un son ou une idée. Par exemple, si un Égyptien veut parler d'une ville, il va utiliser l'idéogramme de la croix entourée d'un cercle. Pour la ville d'Abydos, qui se dit Abidou en égyptien, les Égyptiens de l'Antiquité vont utiliser les signes qui correspondent aux sons Ab, D et OU et vont rajouter l'idéogramme de la ville pour bien signifier qu'il s'agit d'Abydos et pas d'un synonyme. Et des idéogrammes, on en utilise encore aujourd'hui. Les smileys, par exemple. Bref, revenons à nos moutons. Pour être sûr de ce qu'il avance, que les Égyptiens utilisaient un alphabet phonétique et des idéogrammes, Champollion va s'intéresser aux noms propres. Pourquoi ? Eh bien parce que dans les hiéroglyphes, les noms propres sont les seuls mots que l'on puisse distinguer correctement grâce aux cartouches. Le texte grec parle de Ptolémée, qui se dit Ptolmis en grec. Enfin, du moins, c'est l'hypothèse. Donc, du coup, Champollion va prendre le cartouche et va déduire que les signes qui sont dans ce cartouche correspondent au son P, T, O, L, M, Y, S. À partir de là, il a une hypothèse, mais il faut la vérifier. Et Champollion a de quoi vérifier. Il sait qu'un obélisque à Philae contient le nom de Cléopâtre, puisqu'il y a en dessous cet obélisque une traduction grecque. Il va donc demander une copie de cet obélisque, du moins de ses inscriptions, pour pouvoir comparer les noms de Cléopâtre et de Ptolémée,
qui contiennent 4 sons identiques, P, T, O, L. Si par chance les signes sur l'obélisque de Philae correspondent à ceux sur la pierre de Rosette, alors Champollion pourra démontrer son hypothèse. Eh bien, bingo, les signes correspondent. Champollion vient de trouver la clé pour déchiffrer les hiéroglyphes. Il paraît même qu'après cela, il se serait évanoui en l'annonçant à son frère. Mais ça, c'est ce que raconte l'histoire. Bon, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, un peu d'attention pour la phrase « Il est dans la maison ». Le roseau et le piou-piou sont ensemble pour marquer le présent. La sorte de serpent veut dire « il » et le faucon... Ah non, c'est pas un faucon. Si, c'est un faucon. C'est un vautour. Non, mais on va pas débattre ici pour savoir si c'est un faucon ou un vautour. Le faucon veut Peut-être dire... un hibou. Si, bon, si vous m'écoutiez un peu plus, déjà, vous comprendriez mieux. Après un tel boulot, on s'étonne pourquoi Champollion est mort de surmenage à l'âge de 42 ans. Ce qui est sûr, c'est que Champollion, grâce à ses méthodes, a largement fait avancer l'égyptologie, mais plus globalement l'histoire ancienne, car d'autres archéologues vont utiliser les mêmes méthodes pour déchiffrer les langues mésopotamiennes. Et oui, car si l'égyptien fait partie des écritures les plus anciennes, il y a plus à l'est des écritures encore plus anciennes, les écritures mésopotamiennes. Au XIXe siècle, les archéologues vont s'intéresser aux grands empires mésopotamiens qui sont mentionnés dans la Bible et dans des textes grecs, à savoir Babylone et l'Empire assyrien. Sauf que nous n'avons à cette époque aucun document de première main, c'est-à-dire aucun document écrit par ces civilisations, mais seulement des commentaires faits par des peuples étrangers, tels que la Bible par exemple. Et quand on sait que les Hébreux se sont fait laminer à au moins 3 reprises par les Babyloniens, on se doute que ce qui est écrit dans la Bible n'est pas très positif. Bon, bref, je vous passe les détails des fouilles archéologiques, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont eu des résultats plutôt satisfaisants assez rapidement. Ils vont même découvrir, et ça c'est un véritable trésor, la bibliothèque d'un des empereurs de l'Empire assyrien, Assur-Banipal. Ils vont avoir 40 000 tablettes d'argile écrites en cunéiforme. Sauf que personne n'arrive à lire le cunéiforme. Donc, podzob. Le hasard fait bien les choses et qu'au même moment, des archéologues s'intéressent à la stèle de Behistun, qui se trouve dans les montagnes iraniennes. Alors ces archéologues ne travaillent pas en même temps, ni même ensemble, mais chacun de son côté. Ce qui est sûr, c'est que cette stèle est un texte royal écrit en 3 langues, l'élamite, le perse ancien et l'akkadien cunéiforme. C'est donc génial pour ceux qui ont découvert la bibliothèque. Les spécialistes vont utiliser le même procédé que pour la pierre de Rosette, sauf que là, ils ne connaissent techniquement aucune langue. Alors ils vont d'abord chercher à comprendre le fonctionnement de l'écriture du perse ancien. Ensuite, une fois que le perse ancien aura été déchiffré, ils vont chercher à comprendre le fonctionnement de l'akkadien cunéiforme. Rawlinson, qui n'était pas vraiment archéologue d'ailleurs, mais qui était un véritable spécialiste de la Perse, va traduire, essayer de comprendre la langue perse ancienne. À partir de là, il va essayer de déchiffrer l'akkadien cunéiforme, puisque les 2 textes veulent dire la même chose. Sauf que la stèle, elle est gravée sur une montagne. Et donc du coup, pour pouvoir réécrire le texte en cunéiforme, Rawlinson va se suspendre dans le vide uniquement grâce à une corde, au péril de sa vie. Un peu comme Tom Cruise dans Mission Impossible. Une fois la retranscription de ce texte établie, d'autres chercheurs vont se pencher sur son étude. Et l'un d'eux, Edward Hinks, va trouver une similitude entre l'akkadien cunéiforme de la bibliothèque d'Assur-Banipal et la langue hébraïque, grâce au mot argent qui se dit kaspum en akkadien et kasp en hébreu. Edward Hinks a retrouvé la famille linguistique de l'akkadien cunéiforme.
La famille linguistique de l'akkadien ayant été retrouvée, les recherches pour le déchiffrement aboutirent à des résultats satisfaisants. Le British Museum demanda une traduction d'un même texte à 4 spécialistes, Rawlinson, Inks, Hopper et Talbot, chacun de leur côté sans communication. Les traductions étant similaires, le musée comprit qu'ils avaient la clé pour déchiffrer l'akkadien. Bien, alors maintenant que les archéologues réussissent à déchiffrer l'akkadien cunéiforme, ils vont pouvoir se pencher sérieusement sur la bibliothèque d'Assurbanipal. Et ils y découvrent une tablette qui est une sorte de dictionnaire bilingue de l'akkadien cunéiforme vers une autre langue encore inconnue. Du coup, les archéologues sont face à une langue encore inconnue, et les théories vont aller bon train. Certains vont dire qu'il s'agit d'une langue créée de toutes pièces pour les cérémonies religieuses, mais d'autres, tels que l'archéologue Hooper, vont défendre l'hypothèse qu'il s'agit d'une langue plus ancienne, d'une civilisation encore inconnue. Il faudra attendre la fin du 19e siècle pour que les archéologues qui vont chercher un peu plus loin au sud de l'Irak trouvent le site de Tello. Ils vont trouver des textes uniquement écrits en cette langue, ce qui prouve qu'il ne s'agit pas d'une langue créée de toutes pièces pour la religion, mais bien d'une langue d'une autre civilisation jusque-là inconnue. En réalité, les archéologues viennent de découvrir la civilisation sumérienne. La civilisation sumérienne est à l'origine des premiers textes écrits de l'histoire de l'humanité, environ 4 millénaires avant Jésus-Christ. Les Sumériens et les Akkadiens se sont fréquentés et les deux langues ont cohabité. Mais l'akkadien, plus simple à utiliser, est devenu la langue courante, tandis que le sumérien est resté, quant à lui, la langue des cérémonies religieuses. Pour conclure, il faut savoir que la première langue écrite de l'histoire de l'humanité est le sumérien, qui très vite a laissé place dans le langage courant à la langue akkadienne. Au même moment, les Égyptiens développèrent leur écriture hiéroglyphique, tandis que se développaient d'autres écrits, surtout le croissant fertile. Le déchiffrement des tablettes de la bibliothèque d'Assurbanipal va permettre également de redécouvrir la mythologie mésopotamienne, une mythologie qui contient des récits également présents dans la Bible. L'ancienneté étant à l'époque considérée comme un gage de vérité, une polémique va voir le jour pour savoir qui est le plus ancien entre la Bible et les écrits babyloniens. Mais ça, c'est une autre histoire.